Merci de votre attention. Excellent début de semaine. Le numérique au Togo dans l'administration, dans la chaîne judiciaire, objet d'une rencontre aujourd'hui à Lomé, à l'initiative le bureau local de la francophonie, le cabinet Akereburu en Partners, le numérique présenté comme un levier de développement économique. On en parle tout à l'heure dans cette édition. Autre gros sujet évoqué ce soir, le réchauffement climatique. Les plans de lutte se multiplient contre le phénomène. À voir de près ce soir le projet présenté par l'ONG Les Jeunes Actifs Akara. Et puis, l'aveu du gouvernement nigérian, 110 écolières ont été effectivement enlevées par Boko Haram. Abuja confirme finalement. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Le sujet est connu, tout le monde en parle avec une seule caractéristique, la lenteur, aussi bien dans les services publics que pour la chaîne judiciaire, avec des dossiers qui traînent, qui s'accumulent, qui s'amoncellent. Le Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie et le cabinet Akereburu, un Partners, veulent donner de leur côté un coup d'accélérateur. Ça tient en la transformation numérique. Les précisions d'Ede Koussao, Clarisse Atikle. Le Togo met les bouchées doubles pour que tous ces secteurs d'activité trouvent leur place dans l'ère du numérique. Avec l'appui du Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie, le Togo va donc être accompagné dans la transformation numérique de son administration publique, notamment le secteur de la justice. Il s'agit d'un ensemble de solutions innovantes proposées par le cabinet EDS Telecom and Consulting pour plus de performance et de sécurité dans le secteur judiciaire. Avec la technologie WOX que nous amenons, nous pouvons mettre en place un système de gestion intégré pour les ressources humaines de l'État, un système sur lequel nous sommes leaders. Ça s'adresse également aux finances, puisque avec la technologie, on peut dématérialiser les TVA. On peut permettre aux citoyens depuis sa maison ou son bureau de payer ses impôts. Enfin, on permet à l'État d'être en contact avec le citoyen. L'Organisation internationale de la francophonie veut à travers ce projet mis en œuvre avec la collaboration du cabinet Akereburu and Partners mettre le Togo au même diapason que les grandes civilisations occidentales qui ont fait du numérique un levier et un moteur de leur croissance. Nous voulons accompagner le Togo pour devenir une plateforme importante de la numérisation de la chaîne judiciaire dans l'espace francophone en général et dans la sous-région en particulier. Mais aussi des autres entreprises publiques comme la sécurité sociale, comme les différentes régies qui peuvent bénéficier de la facilitation du traitement de l'information, en fait, de la gestion des systèmes d'information qui permettent de mieux gérer les carrières, de mieux gérer différentes procédures administratives, financières et comptables. Ce projet de transformation numérique au Togo vient donc appuyer toutes les actions entreprises dans le domaine de la justice depuis 2012 pour digitaliser le secteur et le rendre plus accessible aux populations. Aujourd'hui, avec le développement des TIC, nous ne pouvons pas ne pas profiter de ces outils pour permettre le rendu rapide des décisions de justice. Et c'est en cela que cet atelier sur la numérisation judiciaire nous paraît très important pour parvenir à informatiser les greffes, faire en sorte que les décisions, une fois rendues, puissent être à la disposition des justiciables. Faire en sorte que sur le plan pénal, les décisions puissent être rendues avec célérité. Les citoyens seront donc davantage initiés aux pratiques du e-gouvernement, de même qu'à la gestion et à l'archivage électronique des documents publics. La transformation numérique, on vient de l'entendre, la formule est présentée comme devant rendre notre administration plus performante, les activités, les secteurs d'activité, le commerce, l'agriculture, l'entrepreneuriat plus compétitif, bref, un levier pour un développement économique et social assuré et incontournable aujourd'hui. Voilà qui est clair. Mais question, comment cela va se faire? Voici les explications dans ce dossier signé d'Ede Koussao et Clarisse Atikle. Le numérique est considéré aujourd'hui comme un outil incontournable dans le développement d'un pays et aucun secteur d'activité ne peut se prévaloir d'un développement en marge de cet outil. Que ce soit le commerce, l'artisanat et l'agriculture, bref, tous les secteurs d'activité ont recours d'une manière ou d'une autre au numérique. Grâce au numérique, aujourd'hui,
on fait des paiements en ligne. Grâce au numérique, aujourd'hui, des agriculteurs peuvent proposer leurs produits en vente depuis le Togo. On peut exporter des produits par le biais d'Internet. Vous voyez, le commerce électronique, le e-commerce. Le numérique a beaucoup d'applications qui permettent vraiment à nos pays d'accélérer leur processus de développement parce qu'il permet d'accéder à l'information en temps réel. Depuis le Togo, vous pouvez avoir accès à la même information que quelqu'un de tout autre pays du monde. L'essentiel est comment vous utilisez cette information pour transformer vos produits et les exporter et pouvoir gagner, donc créer de la richesse. C'est ça le numérique, l'importance du numérique dans nos sociétés aujourd'hui. Le numérique se révèle donc comme un facteur de développement. Il permet d'asseoir un climat des affaires propice et efficace pour les investisseurs. La santé, l'éducation, la justice peuvent également profiter des avancées du numérique pour accélérer le développement du pays et créer de la richesse. On peut, avec la technologie, mettre en place un système qui centralise les inscriptions au niveau des étudiants, qui permet de dématérialiser et de gérer l'attribution des bourses. Donc en fait, c'est vous dire qu'il n'y a pas ce secteur-là aujourd'hui sur lequel nous ne pouvons pas intervenir. C'est une technologie qui est très agile. En un mot, ça permet de mettre en place un système d'information très rapidement, sans faire du développement, sans faire du codage. Donc l'avantage, c'est la robustesse, l'agilité de la solution et le gain de temps que nous apportons pour la mise en place d'un système d'information. Plus question de rester à la traîne. Toutes les sociétés, entreprises ou institutions doivent se mettre sur la voie de la digitalisation pour ainsi s'ouvrir au monde. On a tous souffert des vagues de chaleur ces derniers jours. Ça devenait même insupportable. Heureusement que la pluie hier a apporté un peu de fraîcheur aujourd'hui. Mais, comme le dirait l'autre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le réchauffement climatique reste une réalité. Les plans de lutte se multiplient, à l'instar du projet ici à Kara, présenté contre le phénomène. Nestor Moussou. L'anacardier, une espèce à haute valeur économique. Cette espèce a été retenue par l'ONG Regroupement des jeunes actifs dans une activité de reboisement afin de lutter contre la pauvreté et en même temps contre le réchauffement climatique et la désertification. C'est la préfecture de la Koza que le RJA a choisi pour l'exécution de ce projet. Cette ONG a rencontré les communautés à la base pour leur en parler et obtenir leur adhésion. C'est un atelier de partage en vue de partager le projet avec les acteurs concernés, les chefs cantons, les présidents des jeunes et les présidents des comités cantonaux de développement. L'anacardier qui a deux aspects des choses. Lutter contre la désertification d'abord et qui, par ricochet, luttera contre les changements climatiques. Et secondo, la noix de cajou qui est un plus pour la population elle-même, afin qu'elle puisse se prendre en charge dans la vente de ces noix. Le projet prend en compte les 15 cantons de la Koza. Dans la mise en œuvre de ce projet, le regroupement des jeunes actifs peut compter sur l'accompagnement des députés issus de la préfecture de la Koza. Ce projet est un projet qui nous a toujours tenu à cœur, compte tenu de l'importance de l'arbre. Nous savons que l'anacarde, ce n'est pas un arbre d'une année, c'est un arbre perpétuel et qui pourra, de génération en génération, aider au revenu des ménages, aider au bien-être des populations. Alors nous nous sommes dit qu'il faut que nous laissons un souvenir durable à nos populations. Il reste aux communautés de dégager les parcelles et d'identifier ceux qui vont travailler sur le terrain. Les acteurs seront formés au cours du mois de février. Juste après cette formation, ce sera la mise en place des pépinières. Il est prévu au moins 1000 plants d'anacardier par canton. Et face donc à cette situation vécue, le réchauffement, le dérèglement, le changement climatique, peu importe le nom, eh bien les défis s'imposent aujourd'hui. Quant à la maîtrise, par exemple, de l'eau, quelle formule? Effort de mécanisation, par exemple, de l'agriculture? Eh bien voilà cela avec Adolphe Paca dans le dossier à suivre. Les prémices de la mécanisation de l'agriculture au Togo entrent en scène avec de petites initiatives. Et ici, nous avons M. Vignon qui, parti de rien, est arrivé à la création de cette égreneuse. Après mes études, je fus cordonnier. Étant fils d'un soudeur, j'ai senti le besoin de cette machine au niveau de l'agriculture. Et
en juminant les matériaux, je suis arrivé à ça au complet. Une machine au complet à double rôle, capable de grainer et de vanner au moins 1 tonne l'heure des céréales comme le maïs, le mil, le riz et autres. Les producteurs y trouvent un gain en temps et en qualité de produits qui en sortent. Après les récoltes, on prend le maïs par exemple, qu'on met dans le fourneau ici. Et quand on met dans le fourneau, il y a une ouverture dedans. Le maïs glisse dans la boîte et travaillé. Les déchets sortent de l'autre côté et nous récupérons les grains par le bas. Un gain vraiment en temps, parce que la puissance de la machine, quand on fait 1 heure au niveau du maïs, on doit faire 1 tonne au moins par heure. De petites initiatives qui viennent en remplacement aux moyens traditionnels rudimentaires. L'agriculture, un secteur qui a de beaux jours, meilleur pourvoyeur d'emploi, selon le document de l'ASCAP, avec plus de 70% de la population active. Aujourd'hui, en Europe, 2% de la population nourrit 98%. Au Togo, en Afrique, il y a plus de 70% qui sont dans l'agriculture, qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins des autres. Cela veut dire que c'est la différence, c'est la mécanisation, c'est la maîtrise de l'eau. À ce jour, sur les 3,6 millions de terres cultivables, seuls 1,4 million sont exploités. Il urge de rompre avec les outils aratoires pour aller vite à la mécanisation, la maîtrise de l'eau et la transformation. C'est à quoi le gouvernement s'attelle. Donc aujourd'hui, nous avons un programme de mécanisation et le programme de mécanisation commence par le dessouchement des parcelles. On ne peut pas mécaniser, on ne peut pas utiliser les tracteurs si on n'enlève pas les souches, si on ne prépare pas le sol. Donc le gouvernement a mis l'accent pour que le ministère puisse acheter au moins 7 bulldozers qui vont permettre de préparer le sol et faciliter l'utilisation des tracteurs. Donc dans ce cadre aussi, le gouvernement cette année a acheté 172 tracteurs pour permettre de pouvoir donner la possibilité aux jeunes de s'intéresser à ce métier. La modernisation vient alors révolutionner le secteur et le gouvernement multiplie les programmes et projets sur l'étendue du territoire national. Et le gouvernement aussi a mis les moyens avec les projets que nous connaissons. Il y a le projet le PATAM à Michintove qui a développé déjà 660 hectares. Le PBVM à Gomeglozo qui est en train de développer 500 hectares de terres aménagées. Il y a Djaglé qui va développer 400 hectares. Il y a le PDRIMO qui va développer 4500 hectares de ZAP. Il y a le projet de plaine de Loti. Donc il y a beaucoup de projets. Avec les affres des changements climatiques, les producteurs ne peuvent plus rester assujettis aux aléas climatiques. C'est ainsi que le gouvernement, à travers le vaste programme du PENIASSAN, met l'accent aussi bien sur l'aménagement hydro-agricole que sur la mécanisation. Et voilà donc la maîtrise de l'eau pour une agriculture en voie de mécanisation. Quant à l'eau potable, l'eau que nous buvons, vous et moi toujours, tous les jours, combien en ont accès aujourd'hui au Togo? Le taux de couverture, ça reste encore une denrée rare dans certaines localités, d'où d'ailleurs les efforts au quotidien. Et c'est Gérald Agoudou qui nous en parle encore ce soir. Place prépondérante dans la production, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage ou encore de la pêche. Et le gouvernement togolais, depuis quelques années, multiplie des efforts pour atteindre une couverture nationale en eau afin de favoriser le développement de tous ces secteurs. En gros, nous sommes à moins de 50%. On est à peu près à 49% de la population générale. Mais à Lomé, on est un peu plus que 50%. On est à 52% de la population de Lomé. Mais sur l'ensemble du territoire, on est à moins donc, de 50% de personnes qui ont accès à l'eau potable. Et c'est dans ce sens que nous faisons des projets, des requêtes, des projets pour pouvoir améliorer ce taux d'accès à l'eau potable à la population. Au nombre de ces projets, on note l'aménagement urbain du Togo, phase 2. Un vaste programme lancé par le gouvernement togolais en 2016 pour promouvoir l'assainissement pluvial sur tout le 4e lac dans la ville de Lomé. Il entend réduire la pauvreté à travers l'amélioration significative de l'environnement socio-économique et sanitaire des populations et lutter contre les risques d'inondation. C'est les études de PDA dans les 5 chefs-lieux de région, à savoir Tchévié,
Atakpame, Sokoré, Kara et Dapaon, où nous avons élaboré des plans directeurs d'assainissement qui permettent de mieux gérer l'espace urbain. Donc de ne plus permettre aux gens de construire n'importe où et de préserver les endroits où on doit alors collecter les eaux pluviales et les eaux usées. Il y a à part cela la grande partie du projet qui s'exécute au niveau de la ville de Lomé et qui consiste en la création d'un 4e lac de 26 hectares de plans d'eau pour un volume de décaissement total de 780 000 mètres cubes. À terme, avec tout l'ensemble de projets que nous sommes en train de mettre en œuvre dans ce type d'étendue du territoire, d'ici 2020-2021, nous allons avoir atteindre un taux de décès d'environ 75%, tout en visant, le Togo a souscrit aux ODD. L'ODD 6 qui stipule que l'ensemble du Togo, l'ensemble des populations du Togo, quel que soit le milieu, doit avoir accès universel à l'eau potable. La mise en œuvre de tous ces mécanismes devra permettre au Togo d'avoir une bonne couverture en eau potable et d'assainissement afin de contribuer à la rentabilité des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et surtout de la pêche. On en vient à nouveau à l'agriculture, ou plus exactement à l'entrepreneuriat agricole. La tendance aujourd'hui, c'est d'encourager la transformation sur place de nos produits, la consommation made in Togo. La société Lofty Farm, par exemple, encouragée justement par le gouvernement, s'est spécialisée dans l'élevage des alevins. Augustin Kossi est allé à sa rencontre lors d'une journée porte ouverte organisée par le ministère de l'Agriculture pour plus de visibilité de ces organisations agricoles. Voici son reportage. C'est un espace de promotion des produits agricoles essentiellement made in Togo et des jeunes entrepreneurs. Ils sont accompagnés par le gouvernement togolais dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets. Un appui multiforme qui a permis à Arnaud de mettre au point son entreprise dénommée Lofty Farm, spécialisée dans la production des alevins et poissons tilapia. Ils sont produits sous cage flottante et dans les bassins en béton à Avepozo et sur le lac Togo. Nous avons les géniteurs qui font des alevins. Nous faisons des collectes de larves pratiquement tous les 10 jours. Et nous suivons ces larves-là jusqu'à 10 grammes. Là, ils sont déjà alevins. Et après, maintenant, nous les transférons sur le deuxième site, sur le lac Togo, à Pessi. C'est là-bas que nous faisons le grossissement. C'est-à-dire, on les met dans des cages à piquer, comme ça, dans le lac. Et on les nourrit, on les suit, jusqu'à ce qu'ils ne deviennent des poissons marchands. Kalibou Akosia est membre d'une organisation féminine de 11 femmes à Kanté. Elles sont dans la fabrication du savon naturel et la transformation des produits dérivés de karité. Tout comme elle, Katrekou Afi, responsable de la société coopérative Akpene. Elle fabrique et transforme le soja en divers produits. Il faut enlever les produits chimiques dedans avant de faire les produits de soja, les savons, les antibiotiques, tous les produits de soja. On fait et ça travaille bien. Le gouvernement nous a aidés pour la promotion de nos produits. Nous faisons la transformation des produits naturels. Nous sommes en communication avec les agriculteurs qui nous fournissent du sésame et nous le torréfions pour la mise-gueule. Nous le transformons comme huile. Nous avons des huiles de sésame. Nous transformons aussi le karité en beurre de karité et nous le transformons en savon. Vous avez des savons naturels, des antiseptiques naturels, fait à base du beurre de karité, huile de palmiste. C'est une chaîne de travail. Donc il y a ceux qui le font, ceux qui le mettent en morceaux et ceux qui le placifient. On faisait des prêts siscophobes et difficilement on arrivait à payer ces prêts-là. Nous avons demandé des prêts qui nous ont aidés à avoir la matière première et on avançait vers les agents de l'ICAT qui nous ont connus, qui nous donnent des conseils pratiques. Plusieurs autres entrepreneurs, associations et partenaires sont aussi présents à ces journées. Une vitrine qui va leur permettre de mettre en commun leurs connaissances, développer des partenariats et relations d'affaires afin de promouvoir la croissance socio-économique du Togo.
À signaler qu'à Saint-Cassé et à Mandouri, il existe des marchés, parcs à bétail et à Dapan et quais d'embarquement des infrastructures de développement économique. Pour l'utilisation efficace justement de ces infrastructures pastorales, et bien l'ONG Action for Life et GEVAPAF travaillent à mettre ensemble les collectivités de Saint-Cassé, de Dupenjal et de Dapan afin de mieux gérer ces marchés. Le projet lancé en 2017 rentre dans sa phase pratique avec l'élaboration de plans d'action. Voici les précisions avec Désiré Aloya Dapan. Pour consolider les actions menées dans le cadre du programme régional d'appui à la productivité de l'élevage, l'ONG internationale Acting for Life à travers GEVAPAF a mis en place avec ses partenaires locaux un programme d'appui à la résilience des systèmes agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest couvrant certains pays de la zone, y compris le Togo. Le programme vise des résultats comme la mise en place entre les collectivités d'un même pays, un cadre de concertation pour une gestion conjointe inclusive équitable entre usagers et acteurs institutionnels concernés des aménagements pastoraux et infrastructures pastorales. Ces acteurs concernés, membres de la Convention intercollectivité de gestion d'infrastructures agro-pastorales CJA dans le nord du Togo, sont en une rencontre d'échange. La réunion a pour but de se concerter et de voir qu'est-ce qu'il faut planifier allant dans le sens du renforcement des activités pastorales dans la région et également les activités, disons, mettre en exergue, disons, le caractère économique du pastoralisme. Nous avons mis en place quand même des mécanismes aidant à résoudre les conflits, à sensibiliser les acteurs, les agriculteurs, comme c'est dans ce cadre que l'intercollectivité va travailler pour apaiser les activités pastorales dans la région et promouvoir le commerce du bétail. Voilà ce pourquoi ils sont réunis aujourd'hui. Mais au-delà du pastoralisme, ils peuvent planifier d'autres actions de développement local. Parce que, après tout, la CGA vise le bonheur des populations, des collectivités. Les collectivités de Saint-Cassé, de Dapan et de Pendjal ensemble œuvrent donc à la création de services de proximité pour un développement durable dans leur localité. Avec le soutien de l'AFD, Acting for Life appuie sur le terrain l'ONG GEVAPAF pour accompagner l'intercollectivité qui, en définitive, travaille à la pérennisation de ce projet de développement économique à la base. Autre sujet évoqué ce soir, le projet transfert monétaire initié, vous rappelez, par le gouvernement. Il connaît un succès dans la région pilote, la région septentrionale notamment. Aujourd'hui, il est question d'étendre le projet à d'autres régions. Le chef de l'État en a d'ailleurs exprimé la volonté lors de ses vœux à la nation. Environ 120 000 ménages devraient en être bénéficiaires. Augustin Kossi. Le projet de transfert monétaire au Togo va être étendu aux 5 régions du pays. Les ménages bénéficiaires seront portés à 120 000 sur 3 ans afin de contribuer à l'éradication de la pauvreté. C'est une annonce faite par le chef de l'État, Faure Essozi-Magna Singbe, lors de son adresse à la nation le 3 janvier dernier. Le projet prendra en compte non seulement les enfants de 0 à 5 ans malnutris ou les femmes enceintes, mais tous les ménages considérés comme pauvres. Un registre social est en cours d'élaboration pour permettre d'identifier les caractéristiques des ménages pauvres qui bénéficieront des transferts monétaires de 5 000 francs CFA quotidiennement pour améliorer la nutrition de leurs enfants et accéder plus aisément aux soins de santé sur toute l'étendue du territoire national. C'est un projet mis en œuvre par le gouvernement togolais avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+. Il a démarré avec une phase pilote dans les régions des Savanes et de la Kara. 3 ans après, le projet est crédité de résultats jugés satisfaisants. Alors qu'il devait bénéficier à 21 500 ménages, finalement près de 30 000 femmes ont joui de cet appui de l'État. Ce qui a eu comme conséquence l'augmentation du poids à la naissance des enfants et l'amélioration des conditions d'accouchement dans les centres de santé. Le chef de l'État s'engage à renforcer cette mesure sociale afin d'accompagner les ménages vulnérables à sortir de la pauvreté. Les bénéficiaires, ils jouissent eux aussi de leur nouvelle carte d'identité. En réalité, ils n'en avaient jamais eu. Ils l'ont maintenant, les acteurs du secteur informel, adhérents de la Caisse nationale de sécurité sociale dans la région Kara. C'est le résultat d'une campagne foraine lancée par DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Le compte-rendu de Nestor Bouchou. La délégation à l'organisation du secteur informel poursuit sa politique de formalisation des acteurs de son ressort.
La DOSI a entrepris une nouvelle campagne foraine d'établissement des cartes nationales d'identité aux adhérents des mutuelles qu'elle accompagne. Dans la région de la Kara, cette opération a commencé avec la préfecture de la Kosa. Les locaux de la DOSI ont été envahis par les demandeurs car des facilités sont accordées par rapport aux opérations classiques. Le grand souci que nous avons avec les adhérents à nos mutuelles que nous accompagnons, c'est qu'ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de certificat d'origine. D'autres n'ont même pas de naissance et encore moins la carte d'identité. Donc ce qui bloque leurs activités commerciales et financières. Quand bien même l'État met en place des avantages fiscaux pour les accompagner, s'ils ne disposent pas des documents d'identité, ils ne peuvent même pas pouvoir avoir accès aux différents services. Donc cette opération, c'est pour pouvoir les accompagner à avoir la carte d'identité nationale pour faciliter les opérations commerciales et financières. Vraiment, la dossier nous aide. Aujourd'hui, on est à la phase des cartes d'identité. Ces cartes-là nous permettront de commercialiser, de sortir des frontières. Parce qu'une fois, avec un groupe pour aller saluer la maison mortuaire là, vers le Bénin, mais arriver, ça ne nous a pas été très facile. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, les femmes ont le sourire aux lèvres. Et je pense que ça va nous aider. Certains acteurs du secteur informel sont inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale, raison pour laquelle la CNSS s'est associée à cette campagne. Cette opération permet d'accélérer l'extension de couverture sociale aux acteurs du secteur informel, les taxis-motos, les commerçants, les agriculteurs, pour leur garantir leur vieux jour. Parce qu'ils vont travailler, arriver à un moment donné fatigués, plus précisément à l'âge de 60 ans, avec une cotisation minimum de 15 ans à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces travailleurs du secteur informel peuvent aisément bénéficier de leur pension à la retraite, parce que nous payons toutes nos prestations par virement bancaire et aussi faciliter le contrôle lors de nos différents contrôles de vie. Cette opération d'établissement des cartes nationales d'identité dans la région de la Kara, sous l'égide de la DOSI et de la CNSS, va durer 9 jours et se fera de préfecture en préfecture. Démarrée par la région maritime pour le compte de tout le pays, elle prendra fin avec l'étape de la région des Savanes. Il est 20h27 dans le reste de l'actualité à l'étranger. Au Nigeria notamment, le gouvernement confirme l'enlèvement par Boko Haram de 110 écolières à Dapchi. Le phénomène n'est pas sans rappeler celui de 2014 avec, vous rappelez, les jeunes lycéennes enlevées par la même organisation, Boko Haram. Après des jours de silence et de confusion, le gouvernement nigérian l'a confirmé. 110 écolières manquent toujours à l'appel. Nous voulons assurer aux Nigérians que rien ne sera laissé au hasard dans notre détermination à sauver ces filles. Leur école a été attaquée lundi dernier à Dapchi, une ville du nord-est du pays. Une zone où sévit régulièrement le groupe djihadiste Boko Haram depuis son insurrection en 2009. Les autorités suspectent d'ailleurs que les assaillants y soient affiliés. Face à la colère des parents, le ministre nigérian de l'information a promis plus de moyens pour empêcher que ces rapts ne se reproduisent. Dorénavant, la police et le corps de défense civile veilleront à ce que leur présence soit renforcée dans chaque école afin qu'elle serve de moyen de dissuasion aux insurgés. Un enlèvement de masse qui en rappelle un autre, celui des lycéennes de Chibok en 2014. 270 jeunes filles avaient été enlevées par Boko Haram. Du sport, football, pour refermer cette édition, la 3e édition de la Coupe EADEMA, ça se joue à Kara. Match, résultat, déroulement du jeu, le récit de Nestor Mouchou. En mémoire du père de la nation décédé le 5 février 2005, la Ligue de football de Kara a initié un tournoi. La compétition est jouée cette année pour la 3e fois. Ce sont les équipes de Réveil FC de Kara Tomden et Relève de Kara Sud qui disputent la finale. Les Verts de Réveil Football Club ont été les plus incisifs en début de la rencontre. Leurs efforts se concrétisent à la 20e minute. Sur un coup franc sur le flanc gauche, le ballon touche la main d'un défenseur de Relève FC dans la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty. Chaokola exécute la sentence et ouvre le score. L'équipe de Réveil va chercher à aggraver la marque, mais le reste de cette première partie ne donne rien.
Les Verts vont à la mi-temps avec un avantage de 1-0. La deuxième mi-temps sera aussi dominée par Réveil Football Club. Les joueurs de Toumdé ont eu plusieurs occasions de corser l'addition, mais ils ont été maladroits. Ils ont failli même être surpris à la 61e et à la 76e minute. Ils ont tenu bon jusqu'à la fin du temps réglementaire et additionnel. Ils s'adjugent donc la troisième édition de la Coupe Eyadema. C'est une occasion pour la Ligue de football de Kara de se rappeler les idéaux que durant sa vie, Feu Eyadema a partagé. Des idéaux de paix, de tolérance, d'acceptation de d'autrui et de développement. Cette jeunesse aujourd'hui est un peu en perdition. Donc ces tournois nous permettent de pouvoir échanger avec elle sur ces idéaux. En ce moment où le monde est un peu instable, nous profitons de ce tournoi pour passer un message au niveau de cette jeunesse. C'est le lieu pour nous de remercier toutes les autorités politiques et administratives de la préfecture de la COSA. J'ai nommé monsieur le préfet de la COSA et surtout le premier vice-président de la fédération, président de la Ligue, qui nous donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir organiser ce genre d'événement. Youngstar de Pia a eu le 4e prix. Arsenal de Kara se contente de la 3e place. Relève reçoit la récompense destinée à la 2e place. Réveil FC est reparti avec la coupe mise en jeu. Et merci justement à vous qui nous suivez ce soir à Kara dans la COSA et toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.